Bonjour. Merci de m'applaudir, mais vous n'avez pas... je ne le mérite pas encore, j'espère. Je vais essayer de le mériter. Donc, je vais me présenter en quelques mots et puis vous expliquer un petit peu pourquoi je suis venu ici, vous raconter... D'abord, d'être très heureux de vous accueillir à l'Université catholique de Lille, donc notamment dans l'un des espaces que l'on utilise pour expérimenter les idées. Donc vraiment, ce que l'on fait ici à l'université est tout à fait en lien avec le projet que vous êtes en train de mener sur la façon de transformer vos idées en quelque chose d'innovant. Donc moi, de formation, je suis un chercheur et un prof d'université, enseignant en génétique moléculaire, professeur en médecine et en sciences et technologies, enfin quelqu'un de normal, on va dire, qui a fait des études, qui est prof, qui est chercheur, et qui a une activité, une vie un peu normale pendant 22-23 ans. Mais ça, c'était avant, comme on dit dans la publicité, parce que depuis 2-3 ans, je continue à faire ce métier, mais avec un virage et une transformation vraiment fulgurante, et notamment par la possibilité que l'on a aujourd'hui de créer de nouvelles choses, d'avoir des nouvelles idées, de les transformer. Donc en fait, le chercheur qui est devant vous, pendant longtemps, il s'est contenté de faire des choses classiques, de faire de la recherche fondamentale, de chercher des nouvelles idées, de travailler sur des applications, de faire ce qu'on appelle de la R&D, de la recherche et du développement, ce qu'on fait toujours, bien sûr, mais depuis quelques années, 3 ans en l'occurrence, surtout les 3 dernières années, on a décidé de travailler aussi sur des façons nouvelles, vraiment très différentes d'innover, avoir des nouvelles idées, donc les solliciter soit individuellement, soit en équipe. Donc on a des idées individuelles. Celle que je vais vous présenter, c'est une idée individuelle. Elle était un peu dans ma boîte à idées. Et puis des idées collectives, comment on les stimule de manière coélaborative. Ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est une méthode qu'on utilise. Et ces idées, j'ai plus de pointe, je vais le faire. Donc ces idées-là, comment on essaye d'en faire de vraies innovations. Et je pense que c'est aussi le challenge que vous avez ici dans votre projet. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Comment cette idée-là, on en fait une véritable innovation. Et donc il y a de très, très belles idées, je vais vous en montrer quelques-unes, qui ne survivent pas, parce que personne n'ose franchir le pas. Donc ici, moi je vais juste vous montrer une illustration de ce qu'on fait, en espérant que ça puisse aussi vous inspirer dans la façon dont vous allez transformer vos idées en quelque chose de concret. Donc, avoir une nouvelle idée, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être individuel. Donc, un concours, une boîte à idées, ça peut être aussi stimulé de manière collective, mais quelle que soit la façon dont l'idée arrive, une fois qu'elle est là, une fois qu'on a cette nouvelle idée, il faut en parler. Il faut dire, voilà, j'ai une nouvelle idée. Donc moi, par exemple, je vais vous dire, j'ai une nouvelle idée sur la façon d'enseigner. Je suis un prof de génétique. D'un seul coup, j'ai une nouvelle idée, j'aimerais enseigner différemment, mais quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous travaillez dans une entreprise et selon vos secteurs d'activité, vous avez ici une nouvelle idée que vous avez envie de partager, de défendre, comme j'ai entendu, ou peut-être de transformer. Comment elle va être reçue, cette idée-là? Comment a été reçue mon idée lorsque je l'ai eue? Eh bien, quand on a une nouvelle idée, quand on en parle, la première réaction qu'on a en face de soi, c'est « oui, génial, mais… » Ça s'appelle le syndrome du « yes, but ». Le yes but, on le rencontre tous dans sa vie. Même moi d'ailleurs, qui connais ce syndrome-là, ça m'arrive des fois d'être de l'autre côté. C'est-à-dire que par réflexe, par culture. J'ai un collègue qui me dit « Ah, j'ai une super bonne idée. On pourrait, par exemple, avec les étudiants, faire ce genre de choses. » Et le cerveau, il fonctionne tout de suite, très vite. « Ah ouais, génial, mais comment on va faire ?» Ou « Mais tu crois qu'on pourra ?»« Yes, but. » C'est toujours la réaction qui arrive en premier. Et pour un seul qui dira « Ah oui, trop bien, je vais essayer », ce qu'on pourrait appeler le « oui et », eh bien, il y a des yes but qui arrivent avant et qui bloquent l'ensemble. Alors, les idées, les très bonnes idées, elles finissent presque toujours à la poubelle. Donc, il y a même des entreprises avec lesquelles on travaille qui ont eu l'idée d'inventer des cimetières d'idées ou des collections d'idées qui n'ont pas pu naître. Ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est mort-né. Et elles retournent des fois dans ces collections en se disant tiens, l'idée de tel prof, l'idée de tel collègue, l'idée de tel directeur, l'idée qu'on a eue une fois, je me souviens il y a 2-3 ans dans une réunion, une idée un peu loufoque, eh bien on retourne dans ces poubelles, dans ces corbeilles, on les retourne et on essaye de se dire mais une bonne idée qui a été mal interprétée il y a un certain temps, peut-être qu'aujourd'hui ça peut devenir une idée faisable. Donc voilà par exemple un exemple vécu d'une très bonne idée, une idée géniale, génialissime même, qui a pu donner quelque chose.
alors qu'elle avait rencontré le Yes But d'entrée. Donc ce que vous avez sous les yeux, ce que je vous projette ici, c'est un plat qui a obtenu le premier prix dans un concours genre Top Chef, sauf que c'était organisé dans une école de commerce, HEC Montréal, un concours de managers, donc des gens qui travaillent sur le management de la créativité, donc des chefs d'entreprise, des chercheurs, on était à peu près 100 personnes, et on essayait de travailler sur la façon de manager des idées, manager cette créativité pour les transformer en innovation. Et donc l'idée géniale qu'a HEC Montréal, quand ils organisent ce genre de concours, c'est de faire des équipes de 7 à 8 personnes qui ne se connaissent pas, de 8 à 10 pays différents, de gens très différents, de cultures différentes, et de leur donner une demi-heure pour faire une omelette. Et donc vous vous retrouvez à 7 à 8 personnes autour d'une table, et vous avez une demi-heure pour faire l'omelette, qui va gagner le prix de la meilleure omelette en termes de goût, parce que dans le jury, vous avez des chefs étoilés, des plus grands restaurants français et québécois, et la meilleure omelette en termes de créativité, parce que vous avez des designers, des gens qui travaillent dans des entreprises de luxe, de couture, de culture, etc. Et donc, vous devez gagner, un peu comme au patinage artistique, la meilleure note artistique et la meilleure note technique. Et moi, je me suis retrouvé dans une équipe de 8 personnes, comme ça. On avait 30 minutes, il y avait 8 équipes, il fallait gagner le prix de la meilleure omelette. Et top, le chrono est lancé. 30 minutes, c'est parti. Au bout de 30 minutes, il faut 10 omelettes. Et nous, tous les 8 autour de la table, la première question qu'on s'est posée, c'est qui sait faire cuire une omelette déjà? Qui sait faire cuire un œuf? Sur les 8 personnes, il y en avait que 2 qui avaient déjà touché une poêle de leur vie. Les autres ne savaient pas. Donc déjà, on s'est dit, le concours, il est mort. Hein. Au bout de 20 secondes, alors que dans les autres tables, ils cassaient déjà les œufs. C'était déjà... Et là, autour de la table, il y a une personne qui a dit, mais si on n'est pas bon en cuisine, il faut être bon en créativité. Il faut avoir l'idée géniale. C'est quoi l'idée géniale quand on veut faire une omelette? L'idée la plus géniale quand on veut faire une omelette? L'omelette la plus incroyable, quelle pourrait être l'omelette qui est sûre d'avoir le premier prix en créativité, la meilleure idée, la boîte à idées en 1 seconde. On ne casse pas les œufs. Donc quelqu'un dit, mais il suffit de faire une omelette sans casser les œufs. Trop bien, on est sûr de gagner. Et tout à coup, à peine la phrase était prononcée, qu'une autre personne a dit, yes, but, mais impossible. Donc au moment où quelqu'un dit, oui, c'est bien, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il y en a un autre qui a pris 2 œufs et qui a dit, écoutez, c'est très bien, mais on a déjà perdu 3 minutes. Il a pris les œufs et au moment où il allait les casser, quelqu'un lui a dit « L'idée est trop bonne. Si on y arrive, on est sûr d'avoir gagné. Après tout, l'omelette, elle aura le même goût que les autres. Mais... » Et donc, comment on peut faire? Donc, 2 personnes ont pris des œufs et se sont dit « On va essayer. » Et on a réussi, en 30 minutes, à faire la première omelette au monde sans casser les œufs. Donc, vous avez une omelette sous les yeux. Les œufs sont chauds. Quand on a présenté l'omelette au jury, tout le monde a cru à un gag. Hasard de la programmation, on est passé les derniers. Donc après 9 omelettes magnifiques est arrivée celle-ci. Tout le monde a dit, les petits rigolos, ils ont fait des œufs à la coque. Sauf que quand le jury a pris l'omelette et qu'ils ont cassé les œufs, à l'intérieur, il y avait une vraie omelette dans laquelle, sans casser les œufs, dans lesquels les jaunes et les blancs avaient été cuits séparément. Donc la vraie omelette recette de la mère Poularde, les blancs et les jaunes cuits séparément. Et dans l'œuf, des alternances de couches de crème persillée, omelette persillée, crème, couche persillée. Donc tout en stratification. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on mangeait l'omelette, on mangeait l'œuf en le mangeant, on découvrait une couche différente en 30 minutes avec des personnes qui n'avaient jamais fait la cuisine. Ce qui s'est passé, c'est que 2 personnes ont pris les œufs et ont dit « mais on pourrait quand même réussir à sortir peut-être l'œuf juste en faisant un trou. Mais sans faire des trous des 2 côtés, sans gober l'œuf. » Puisque l'œuf est intact. Donc on a juste fait un trou de quelques millimètres, 3-4 millimètres, et on a essayé, en les secouant, de sortir les jaunes et les blancs. Presque impossible à faire. Mais au bout de 2 minutes, tout le blanc est sorti, et on s'est retrouvé avec le blanc dans une tasse et le jaune dans l'œuf. Donc déjà, par hasard, on avait inventé une méthode qui permet de séparer les blancs et les jaunes sans utiliser de tasse et sans utiliser de verre. Pour sortir le jaune, on a percé avec une aiguille, le jaune a coulé. Et à partir du moment où on a eu le blanc et le jaune séparés, il y a 2 personnes qui ont dit « nous, on file en cuisine ». Ils sont partis faire une omelette normale, en faisant cuire les blancs et les jaunes séparément, en persillade. Et pendant ce temps-là, les autres autour de la table se sont dit « mais quand ils vont revenir avec une omelette, comment on va les faire rentrer ?» Donc on a fabriqué des petits cônes en papier, on avait des papiers, on a fabriqué des cônes. Et quand l'omelette est arrivée, l'une des personnes l'a taillée complètement en la hachant, presque en faisant une purée. Et on a commencé à remplir les œufs. Il ne nous restait plus que 5 à 6 minutes. Et 5 à 6 minutes, on a rempli les œufs et on n'arrivait pas à les remplir parce que c'était compliqué. On ne remplissait qu'un tiers de l'œuf à peine. Donc quelqu'un a eu l'idée de dire on va mettre de la crème. Comme la crème était faite, on a rempli l'œuf, on a remis de la crème, on a rempli l'œuf, on a remis de la crème. Et donc sans le faire exprès, pour résoudre des problèmes, parce qu'à chaque fois on avait un échec, à chaque fois on avait un problème, à chaque fois on avait un échec, on trouvait une solution.
Et les solutions qu'on trouvait à cause de l'échec nous ont permis finalement, en retournant l'œuf, en mettant un petit bout de saumon rose au bout, pour la boucher, de présenter des œufs intacts avec une omelette à l'intérieur en stratification, blanc et jaune, cuits séparément. Sur 10 équipes, on a eu le premier prix en créativité, forcément, c'est imbattable. Et en termes de goût, on a eu le 3e prix parce qu'il y avait quand même 2 omelettes meilleures que les nôtres. Mais je veux dire, au classement général, on a gagné. Donc comment faire une omelette sans casser les œufs? Comment faire votre idée? Votre idée, peut-être aujourd'hui, c'est l'omelette sans casser les œufs. Je les ai vues, vos idées, donc je ne vais pas vous dire ma préférée, mais il y en a une, je la trouve tellement impossible et incroyable que je me dis, celle-là, elle ressemble trop à une omelette. Donc vous allez réussir. Il y aura des échecs, mais vous allez réussir. Donc ce que l'on fait ici, ce n'est pas des omelettes seulement, on transforme cette idée-là. Ce que l'on fait ici, c'est créer des idées et transformer ces idées en quelque chose qui soit pragmatique. Autrement dit, tout simplement, transformer la créativité en innovation. La créativité, c'est avoir une idée nouvelle, géniale. On va faire une omelette sans casser les œufs. Génial. Moi, je vais vous montrer une idée géniale d'un cours incroyable. Mais c'est tellement génial, parfois, l'idée que c'est impossible à faire. Comment on transforme la créativité en innovation? L'innovation, ça n'a rien à voir avec la créativité. L'innovation, c'est en euros. L'innovation, c'est la rencontre avec un marché, avec des clients, des besoins, nous, des étudiants. L'innovation pédagogique, chez nous, c'est des modules, c'est des cursus. Les étudiants viennent s'inscrire. Donc, quand on fait de l'innovation pédagogique, on vend des choses, on travaille, on met en place, il y a des budgets. L'innovation, on la lit dans les comptes d'exploitation. Par contre, la créativité, on peut très bien imaginer de faire des cours en chantant, de faire des cours en dansant, de travailler avec des dessins. La créativité, les idées, on peut en faire ce qu'on veut. Comment on passe de la créativité à l'innovation? Il n'y a qu'un seul chemin, c'est ce qu'on appelle le prototypage ou l'expérimentation. Comment est-ce que j'apprends à faire du vélo? Je monte sur un vélo. Au début, je mets des petits trous à l'arrière, après j'enlève les roues. Et forcément, vous allez tomber. Forcément, il y aura des échecs. Donc, quand on prototype, quand on fait du prototypage, la règle numéro 1, c'est de ne jamais avoir peur de se planter, de ne jamais avoir peur d'avoir un échec, parce que s'il n'y a pas d'échec, il n'y aura pas d'innovation. Si vous passez de la bonne idée à l'innovation directement, c'est que votre idée elle était tellement carrée, blindée, sécurisée, qu'elle existe déjà, quoi. Il y a déjà quelqu'un qui a eu cette idée de dire « c'est trop bien, tiens, j'ai trouvé un objet, on va en faire une chaise ». Mais tout est prêt déjà. Donc, les idées qui passent directement en innovation, sans qu'il y ait d'expérimentation, sans prise de risque, ça n'existe pas. Donc, il faut prendre des risques. C'est tellement important de prendre des risques qu'il y a même des écoles ou des formations qui enseignent le risque, qui enseignent la prise de risque, qui enseignent le fait d'oser faire les choses. Et donc, dans beaucoup d'écoles où on apprend justement les sécurités, et nos systèmes éducatifs sont super sécurisés, il ne faut pas faire de faute à l'école, on retire des points quand il y a une erreur, tout le monde a peur des risques, le prof a peur des risques, les élèves ont peur des risques, et il y a parfois une exagération dans cette protection, le risque zéro, partout le risque zéro, il faut tout surveiller, et que ce soit dans tous les domaines, pas seulement en entreprise ou à l'université. Donc il faut prendre des risques, il faut monter des protocoles, il faut vraiment travailler, écrire des protocoles, les expérimenter ensemble, et à chaque fois qu'on a un échec, analyser cet échec et se dire que c'est une chance de s'être trompé, c'est une chance d'avoir eu un échec. Parce que quand on réfléchit sur un échec, on a tout de suite derrière une meilleure idée. En fait, notre omelette, elle était géniale, pas tellement parce qu'on n'a pas cassé les œufs. Elle était meilleure que si un autre groupe avait eu la même idée et qu'ils avaient pu faire une omelette normale. Nous, on a fait une omelette stratifiée. On a mixé les bonnes recettes de l'omelette où on cuit les jaunes et les blancs parce qu'on aurait très bien pu avoir une omelette avec un goût immonde sans casser les œufs. On aurait fini premier en créativité et dernier en goût. Donc il a fallu composer, il a fallu faire des choses. Et donc on aurait très bien pu, par exemple, casser l'œuf, tout détruire à l'intérieur, tout faire couler, et on aurait eu les jaunes et les blancs qui seraient sortis, on aurait fait la même omelette, mais on aurait cuit les jaunes et les blancs en même temps. Elle n'aurait peut-être pas eu le même goût avec la recette que l'on a trouvée sur Internet, où tout le monde sait, il paraît que c'est meilleur quand on fait une omelette de cuire les jaunes et les blancs séparément. Donc, à chaque fois qu'on se plante, à chaque fois qu'on réfléchit, à chaque fois qu'on travaille ensemble et qu'on a des idées, il faut écrire des protocoles. Quand on a 30 minutes, on fait comme on peut, mais il faut écrire des protocoles pour pouvoir expérimenter. Et surtout expérimenter ensemble. Il n'y a quasiment presque aucune idée qui est trouvée par un génie qui a envie de l'expérimenter tout seul et qui va la déployer sur le marché tout seul.
Ou alors ça peut devenir une idée artistique. Je ne sais pas, moi, vous êtes un génie en termes de peinture, art et autres, et encore. Même les peintres, les artistes travaillent en équipe. Souvent, on associe le nom d'une personne, mais il y a très souvent toute une équipe derrière. Donc voilà l'idée que j'ai eue personnellement, mais on est plusieurs à avoir des idées générales, comme si on m'avait demandé, il y a 2 ans et demi, de participer à un concours à l'université. Si le concours auquel vous avez participé avait été organisé à la Cato ici il y a 2-3 ans, ça c'est le petit billet que moi j'aurais glissé soit dans l'urne, soit sur la plateforme. Et j'aurais proposé, comme j'ai proposé à mes étudiants, de leur faire un cours très différent. Donc ça s'est passé il y a 2 ans et demi maintenant. On va être à la 3e année d'expérimentation. Je vais vous raconter cette expérimentation à partir de l'idée et vous expliquer les réussites et les succès que j'ai eus et comment on a essayé de rebondir sur les échecs, ce qu'on a osé faire, parce qu'on a vraiment osé faire des trucs incroyables, heureusement que vous êtes assis, et le type d'échec ou le type de réussite qu'on a réussi à avoir en expérimentant l'idée, parce que là, on n'en est qu'à la 2e année d'expérience. Pourtant, on l'a mis en place tout de suite. C'est une idée géniale qu'on a mis en place tout de suite, mais elle progresse au fur et à mesure et on l'a fait évoluer. Donc, je me suis retrouvé il y a 2 ans et demi, devant mes étudiants, une quarantaine d'étudiants, et je leur ai dit, voilà, je suis votre prof de génétique, de biologie moléculaire. Ce sont des étudiants en 3e année de licence, bachelor 3, donc ils ont à peu près 21 ans, et ils se destinent pour la moitié à faire des masters, pour l'autre moitié à rentrer en école d'ingénieur. C'est un cours de génétique moléculaire dans lequel on leur apprend comment fonctionne l'ADN, comment fonctionnent les chromosomes, c'est quoi une mutation, comment on travaille sur les maladies génétiques, comment on peut expliquer l'hérédité chez les humains. Enfin, c'est vraiment un cours fondamental, un cours très pointu, c'est un cours moléculaire. Donc on ne dit pas juste le chromosome sert à faire cela, on explique les mécanismes enzymatiques, les enzymes, les transcriptions, les réplications. C'est vraiment un cours très très complexe. Donc je dis aux élèves, voilà, c'est moi votre prof de génétique, je vais vous faire cours dans 15 jours, le module va commencer dans 15 jours, 3 semaines. Comment voulez-vous que je vous fasse cours ? Est-ce que vous voulez que je vous fasse cours normalement, à la méthode prussienne, c'est-à-dire avec un tableau, un PowerPoint, et vous êtes là, alignés devant moi, les bons élèves devant en général, les moins bons derrière, en génétique. Et puis, moi, je vous envoie 100% de mes connaissances. Donc, je suis un expert, donc j'ai 24 heures. Je vous explique tout ce que je sais. On a un programme très chargé, 24 heures de cours. Je vous envoie toute ma science. Et vous emmagasinez, vous apprenez, vous essayez de comprendre, vous travaillez. Chez vous, c'est du travail, à la maison. Donc, chacun fait son boulot. Et puis moi, après, je vous contrôle. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse cours comme ça ? Ils étaient assez surpris parce que l'idée, elle n'était pas encore arrivée, l'idée, mais déjà, ils se posaient la question, c'est qui ce prof-là ? Nous, on a l'habitude de faire ça, il n'y a aucun problème. Moi, en plus, j'aime bien faire cours comme ça. Donc, il y en a un qui a osé dire, oui, pourquoi pas, il y a peut-être d'autres méthodes. Par exemple, il y a des méthodes un peu plus actives. Notamment, l'un d'entre eux m'a proposé la classe inversée. Il m'a dit, tiens, ça serait, si vous voulez changer de méthode, ça pourrait être la classe inversée. La classe inversée, c'est très à la mode depuis 2-3 ans. C'est-à-dire, le principe, il est très simple, on inverse les choses. On dit, vous faites les cours à la maison et on fait les devoirs en classe. Donc c'est le contraire. C'est-à-dire que je vous donne tous les documents, je vous donne tous les chapitres, les bouquins, les sites internet, les CD-ROM, tout. Vous avez tout à apprendre chez vous, vous travaillez chez vous, vous pouvez travailler en bibliothèque, mais quand vous arrivez en cours, vous connaissez vos cours. Et moi, je ne suis plus le prof. Je suis le grand frère, le parent, et je vous aide à faire vos devoirs. Seulement, moi, je veux bien vous aider à faire vos devoirs, mais il faut que vous ayez appris vos leçons. Donc, si vous venez en cours, vous devez avoir travaillé chez vous. Il y a 2-3 étudiants qui étaient intéressés pour faire ça, mais la plupart m'ont dit « Oh, la classe inversée, c'est bien, mais c'est plus de boulot. On en fait déjà dans d'autres cours. Est-ce que vous n'avez pas une autre idée ?» Et je leur ai dit « Si, justement, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec mon idée. Mon idée, sans qu'il y ait de concours. Et mon idée, c'était de leur proposer ce que j'ai fait il y a 2 ans, le do-it-yourself. Le do-it-yourself, que j'ai appelé depuis la classe renversée. C'est très simple, en fait, la méthode, l'idée, elle se résume en une seule phrase. Je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien, toujours payé, et vous faites tout. Vous faites tout. C'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher les cours, moi je ne vous donne rien, puisque je ne fais plus rien. J'arrive, les mains dans les poches. Et vous faites tout. Vous allez chercher l'information par vous-même, vous allez sur Internet, vous vous débrouillez, vous allez dans les bibliothèques, vous allez travailler ensemble, vous allez chercher l'information, vous construisez les chapitres vous-même. Vous avez juste le titre du cours, vous savez que c'est un cours de génétique moléculaire,
et qu'il y a 12 chapitres. Vous avez les titres des 12 chapitres. Ça, c'est le programme. Donc, c'est un examen officiel. Hein. Donc, ici, c'est une fac privée, mais l'examen est officiel. Donc, ce n'est pas un jeu comme ça où on s'amuse avec des étudiants en disant « on va expérimenter ». À la fin, ils ont un examen. Donc, vous allez chercher les informations, vous écrivez les cours vous-même, vous corrigez les cours vous-même, vous faites les cours vous-même au tableau, vous vous posez les questions vous-même, vous vous interrogez vous-même, vous publiez les cours sur des plateformes, vous allez chercher les films, les infos. Vous pouvez même m'interroger, hein, puisque si vous faites tout, vous avez le droit de me poser des questions. Après tout, vous verrez hein, ce que je peux faire pour vous, si je peux vous aider quand même. Et puis, vous organisez tout. La publication des cours, la production. Vous organisez aussi les interrogations, les devoirs surveillés. Vous préparez aussi les examens. C'est vous qui écrivez les questions. C'est vous qui construisez les barèmes. C'est vous qui distribuez les copies. C'est vous qui corrigez, qui composez les copies. C'est vous qui ramassez les copies. C'est vous qui corrigez les copies. C'est vous qui rentrez les notes. C'est vous qui faites le bulletin. Enfin, vous faites tout. Justement, l'un d'entre eux m'a dit bah, « c'est bien ça, mais et vous, si vous ne faites rien, qui sera payé ?» J'ai dit bah, « moi, je continue de payer puisque j'expérimente ma nouvelle idée. » Et j'en avais parlé à des collègues en leur disant « voilà ce que je vais faire. » Et j'ai eu le « yes but hein. ». Elle est trop bien ton idée. Tu ne fais plus rien, t'imagines, tu n'as plus rien à faire. Et ils font tout. À part faire une omelette sans casser des œufs, je ne vois pas le truc le plus incroyable. Donc j'avais déjà fait mon omelette, je me suis dit une fois qu'on a fait ça, on peut tout faire. Donc je leur ai proposé ça. Et je leur ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour expérimenter, idée géniale, mais qui peut rester une idée qui va à la poubelle. C'est-à-dire qu'on a bien rigolé, on s'est imaginé dans cette situation, mais finalement, la réalité fait que comme il y a l'examen dans 3 mois, 4 mois, il faut quand même que mes étudiants ils aient un bon niveau. Parce que si on fait n'importe quoi, puis que dans 4 mois, mes étudiants ils ont 0 à l'examen, ça peut poser un problème. Mon idée géniale, il faut quand même qu'elle rencontre mes clients à un moment donné, et qu'il se passe quelque chose. Et les parents d'ailleurs, parce que mes clients en général, pour beaucoup d'entre eux, même si j'ai de plus en plus d'étudiants salariés, ce n'est pas toujours eux qui payent au moment de financer les études. Donc je leur dis, on va faire un prototypage, je n'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit on va faire une expérience, et pour moi, la seule façon de réaliser cette idée, c'était de transformer la classe en entreprise. Donc je leur ai dit, et si on bougeait toutes les chaises, et si on utilisait des tables, et si on transformait la classe en start-up? On va créer une start-up, et je crée ma boîte. Donc je deviens un jeune directeur général, j'étais un vieux prof, et je deviens un jeune DG, et là, je crée ma boîte, une boîte industrielle, de l'industrie de la connaissance, et on va créer des unités de production. Donc on va créer des business units, et les business units vont produire des chapitres. Donc vous aurez ici l'équipe numéro 1, le chapitre 1 et le chapitre 2 à produire. Vous produirez le chapitre 3, le chapitre 4, etc. Puis il y aura des livraisons, il y aura des dates de livraison. Vous devrez respecter les livrables, il y aura des commandes, vous pourrez contrôler, il y aura du contrôle qualité, qu'est-ce qu'on fait des rebuts, comment on commercialise les cours, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les publie, comment on les fait évoluer, quel est le prix des chapitres. Moi, par exemple, en tant que directeur général, je pourrais dire je ne vais pas forcément commercialiser ces chapitres-là au même prix que ceux-là, parce qu'on peut imaginer qu'en termes de produits ou des services que vous offrez dans la production de votre chapitre, il puisse y avoir des niveaux différents. Donc on a transformé l'entreprise qui était la classe en fait en une véritable entreprise de production. On a formé des équipes. Et pour former ces équipes, puisque ma classe, quand vous rentrez maintenant, ça ressemble à ça, depuis 2 ans. Hein. Il y a même un coin café d'ailleurs, il y a des portes et tout, c'est pas une classe. On a constitué des équipes en utilisant ce que moi j'ai appelé au début la méthode de la FIFA, que j'utilise plus ce terme-là d'ailleurs maintenant, puisque ça peut faire penser à autre chose. Donc c'était la méthode de la FIFA, la Fédération internationale de football, on va dire, qu'elle utilise pour préparer les poules de qualification quand il y a des grandes compétitions. Donc les équipes doivent se qualifier, et donc on fait du tirage au sort avec des chapeaux. Dans un des chapeaux, on met les champions du monde, on va dire, et puis dans le dernier chapeau, on met les moins bons, ceux qui se sont qualifiés un peu par hasard, pour faire des équipes qualificatives mixées. Et moi, il me fallait la même chose. Dans mes équipes, il ne fallait pas que j'ai une business unit qu'avec des forts en génétique et que j'ai une autre business unit avec des étudiants qui ne connaissent rien à la génétique. Donc j'ai pris des champions du monde en génétique que j'ai mélangés avec des gens qui étaient qualifiés d'extrême justesse. Et avec une prof qui les connaissait bien, on a pris des petits bouts de papier, on a écrit les noms des étudiants sur des petits bouts de papier. Et puis, comme il me fallait 6 équipes, je lui ai dit c'est qui les 6 meilleurs élèves là-dedans d'un point de vue des notes?
les 6 meilleurs élèves, toujours 20 sur 20, 18 sur 20, ils comprennent tout. Donc elle m'a pris mes 6 élèves, et puis d'un seul coup, j'ai eu l'Allemagne, le Brésil, l'Italie, l'Argentine, voilà. Et puis après, dans les 32, 33 et quelques récents, je lui ai dit, c'est qui les pires là? Trouve-moi les élèves les 6 pires, ceux qui ne viennent pas en cours, qui sèchent tout le temps, qui ne comprennent rien, qui ont un poil dans la main. Donc on a pris les pires, on les a alignés, et après on a continué, 6 bons, 6 mauvais, 6 bons, 6 mauvais, enfin un peu mixé. Et quand j'ai obtenu mes 6 équipes, on est allé plus loin, je lui ai même dit, est-ce que maintenant qu'elles sont bien réparties, ces équipes, est-ce que tu repères là-dedans des étudiants qui se connaissent? Ils travaillent souvent ensemble, voire ils sortent ensemble, ou ils viennent du même lycée, ils ont des affinités. Et on a cassé toutes les affinités. Donc quand on avait un bon, 2 bons, eh bien j'en retirais un, je remplaçais un bon par un bon, un mauvais par un mauvais. Et le premier jour, quand tous mes étudiants se sont retrouvés ici dans cette salle, ce qu'on expérimente dans cette salle et dans une autre, je leur ai dit, voilà, on va commencer la production, c'est le lancement de l'entreprise. Regardez comment vous êtes mis par équipe. Remarquez que les copains, les copines, tout le monde est séparé, il y a des bons, des mauvais d'un point de vue académique. Vous n'êtes pas là par hasard. Certains n'étaient pas très contents, hein. Ils étaient contents de la méthode, mais ils voulaient se mettre avec leurs amis. Et je leur ai dit, je suis en train de faire une entreprise, est-ce que vous croyez que dans une entreprise, les gens travaillent entre amis? Est-ce qu'ils travaillent entre copains, copines et affinités? Ça peut le devenir, mais en tout cas, quand vous êtes embauché, quand vous ferez un stage, vous n'allez pas commencer à dire à votre maître de stage, moi je vais un peu connaître tout le monde et me mettre dans le groupe que j'aime bien. Donc on va fonctionner comme ça. Et puis en plus, il n'y a rien qui vous empêche d'interagir, puisque les unités de production vont être connectées, et que si vous avez des problèmes et que si vous voulez faciliter la connexion, ce que j'ai observé, puisque vos meilleurs amis sont presque dans toutes les autres équipes, la communication entre les unités a été excellente. Alors que si j'avais cédé la première fois à leur demande de se mettre par affinité, eh bien, il y a peut-être des équipes qui n'auraient jamais communiqué avec d'autres. Alors ceux-là, moi, je ne leur parle pas. Ou alors une équipe qui n'avance pas, là j'ai un problème de production, ou là j'ai un problème de production, essayez de voir un peu leur méthode, elle a l'air d'être bonne, ouais, mais ils ne vont pas m'aider. Ou alors, nous, c'est notre travail, ce n'est pas le leur. Donc on a fait cette organisation-là, et dans chaque équipe, on a attribué des rôles au choix. Donc moi j'ai dit, dans chaque équipe, j'aimerais bien qu'il y ait un responsable, je n'ai pas dit un chef, hein, un responsable de l'organisation de l'équipe, quelqu'un qui s'occupe de la communication avec moi ou avec les autres, quelqu'un qui s'occupe de la production des films ou la production des images, quelqu'un qui s'occupe des textes, un autre qui s'occupe de la correction, puis on a bien un à chaque fois dans chaque équipe qui est plutôt bon en informatique, qui s'occupe de la publication. Au début, je leur ai donné à peu près 6 à 7 rôles, ils se sont répartis les rôles comme ils voulaient. Ce que j'ai observé au bout de 3 à 4 semaines de cours, c'est qu'en fait, au bout de 3 à 4 semaines de cours, ils s'étaient tous partagés les rôles et qu'ils étaient tous responsables des textes. Ça veut dire qu'au bout de 3 à 4 semaines, quand je leur demandais c'est qui le responsable ou c'est qui doit corriger le texte, ils étaient tous responsables. C'est-à-dire que j'avais donné ça au départ en me disant je ne peux pas les laisser libres, j'avais donné quelques petites consignes et ils avaient vraiment réorganisé par eux-mêmes. Et jamais moi je suis revenu en leur disant non, j'ai demandé un responsable, un communicant, un producteur, non, j'ai laissé le groupe s'organiser. Je tentais des choses, je leur donnais des pistes et quand je voyais que ça marchait, je laissais faire. Il y a même un moment 2 groupes qui se sont organisés entre eux d'une certaine manière, je n'avais pas du tout imaginé ça, j'ai laissé faire. Alors que j'aurais pu revenir sur mon protocole. Et j'ai dit ça marche bien. Je vais plutôt m'occuper de ce qui ne marche pas. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, bien sûr. Il y a eu des échecs. Et donc moi, je me suis concentré sur les échecs, de manière à voir avec eux comment on rebondissait sur ces échecs, tout ce qui fonctionnait bien, même quand c'était décidé en dehors de mes propres consignes, je laissais faire. Je n'allais pas arrêter quelque chose qui marche bien, parce que ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Donc les étudiants se sont organisés, ils ont commencé à produire les choses, à travailler. Et puis on a commencé de temps en temps à les réunir et à utiliser des méthodes interactives. Donc par exemple, comme je ne contrôlais plus rien, puisque les étudiants me disaient « Vous corrigez ce que l'on fait ?» Je leur ai dit « Non, je ne corrige rien. » « Ah oui, mais si on écrit des choses fausses, parce que c'est vous le spécialiste, si vous écrivez des choses fausses, ben, c'est à vous de le repérer entre vous, puisque j'ai dit que je ne faisais plus rien. Donc même mes corrections, je ne les fais pas. Par contre, comme je suis quand même le patron de l'entreprise, si je m'aperçois que sur un fondamental, il y a une erreur, là j'interviens. C'est-à-dire que si je vois par exemple, vous écrivez que 1 plus 1, ça fait 3, là, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse. Par contre, si vous mettez 20 plus 20, ça fait 42, 41, 40, 41, 42, ce n'est pas tellement important la différence. Ce qui est important, c'est les fondamentaux. Donc, je passais dans les business units, et quand je m'apercevais qu'il y avait une erreur fondamentale, je réunissais l'entreprise et je disais, voilà, il y a un problème de production. Voilà, ici, dans l'équipe numéro 4, il y a un problème de production. On a un accident sur la chaîne,
on va l'analyser ensemble. Par exemple, je suis en train de m'apercevoir que beaucoup parmi vous n'ont pas compris comment la molécule d'ADN se divise. Et si vous ne comprenez pas comment une molécule d'ADN, elle se divise en deux, pour donner 2 molécules d'ADN, ben vous ne comprendrez rien. Vous ne comprendrez pas comment les cellules se divisent, vous ne comprenez pas comment l'hérédité se fait. S'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est ça. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un fondamental. Donc là, par contre, je suis très exigeant. Ce fondamental n'est pas connu. Donc, on va le résoudre ensemble. Et donc, je dis, voilà, j'ai un quart d'heure, parce qu'une chaîne de production, il ne faut pas l'arrêter plus d'un quart d'heure, hein, sinon l'entreprise, elle peut couler. Et donc, je dis, voilà, j'ai un quart d'heure pour vous expliquer comment la molécule d'ADN se divise. Sauf que j'ai 2 possibilités. Soit vous me regardez tous et on fait une réunion spéciale, et je vous explique avec un tableau comment la molécule se divise, et après vous retournez dans vos unités. Classique hein, comme méthode, je redeviens normal, on va dire. Et là, si je fais cette méthode-là, combien parmi vous vont retenir ce que je vais vous dire? Si je prends un quart d'heure, et que pendant un quart d'heure, vous êtes super attentif, et que je vous explique comment la molécule se divise, quand j'éteins le tableau, et que je vous demande qui peut me le réexpliquer, il y en a qui pourront le réexpliquer, d'autres avec des erreurs. Il y en a certains qui diront « Moi, je n'ai pas compris la fin, j'ai lâché un peu ». Puis il y en a d'autres qui diront « Moi, déjà au bout de 3 minutes, quand vous avez fait la première diapo, j'étais déjà ailleurs. » Donc, je propose cette méthode qui est une méthode co-élaborative. Donc, on a eu cette idée de se dire « Pourquoi ne pourrait-on pas être plus efficace par des méthodes co-élaboratives ?» Donc, je dis à mes élèves « On a un quart d'heure pour tous comprendre comment la molécule d'ADN se divise. Et je ne vais pas vous l'expliquer, puisque j'ai dit que je ne faisais plus rien. » Donc vous allez prendre des tableaux, donc on a utilisé des tableaux tournants, des tableaux sur roulette. Ils étaient 6 groupes, chaque groupe prend un tableau, et je leur dis, voilà, vous avez 5 minutes, puisqu'ils sont tous connectés. Comme je ne leur donne aucun document, ils sont tous connectés. Ils vont chercher l'information, ils la digèrent, ils la produisent et se l'échangent. Vous avez 5 minutes pour me dessiner une molécule d'ADN qui se divise. 5 minutes. Et voilà mes 6 groupes qui dessinent sur leur tableau une molécule d'ADN qui se divise. 5 minutes. Au bout de 3 minutes, je leur dis, stop, on arrête tout, posez les crayons. Pour certains, ça ne pose pas de problème, hein, ils posent les crayons. Pour d'autres, monsieur, vous avez dit 5 minutes, ça fait 3, non, posez les crayons et tournez, changez de tableau. Donc vous passez d'un tableau à l'autre, vous changez de tableau et vous continuez le même travail, mais sur un schéma commencé par une autre équipe. Donc continuez à dessiner une molécule d'ADN qui se divise, mais plus sur votre dessin, changez de dessin. Et on fait une rotation. Et voilà mes étudiants qui se mettent à compléter le travail de l'autre groupe. Au bout de 3 minutes, à nouveau, je refais une rotation. Posez vos crayons, deuxième rotation. Au bout de 3 rotations, 3 x 3 égale 10, hein, puisqu'il y a un peu de battement. Au bout de 10 minutes, 3 rotations, je dis on arrête, regardez, ça fait 10 minutes qu'on travaille, il ne nous reste plus que 5 minutes, puisque j'avais dit que j'arrêtais la production qu'à quart d'heure. Au bout de 5 minutes, je dis à mes étudiants, voyez ces tableaux, ils sont là devant vous. Hein. Voyez ces tableaux, quel est celui des 6 qui vous semble le plus complet, qui vous semble le mieux Alors en même temps, je regarde avec eux, ils me disent, c'est ce tableau-là. Ok, c'est ce tableau-là, donc venez tous, et tous les étudiants, on se dirige sur ce tableau, on oublie les autres, et je leur montre le tableau, et je leur dis, vous voyez, sur ce tableau, donc celui-ci, là il ne nous reste plus que 3 minutes. Hein. Sur ce tableau, tout est là. Vous avez une molécule d'ADN qui se divise, qui a été dessinée par 3 groupes, et moi je repère seulement 2 erreurs. Ici, ce n'est pas 5', c'est 3', et ici, l'enzyme que vous avez notée là, ce n'est pas la bonne enzyme, je la barre, c'est celle-là. Donc il y a 2 erreurs, et il manque 3 choses. Il manque une chose, une deuxième que je rajoute, et une troisième. Et ça dure 5 minutes. Au bout d'un quart d'heure, au bout de 5 minutes, je retourne le tableau. On a donc passé un quart d'heure, et je dis à mes élèves, quel est celui ou celle parmi vous qui est capable de m'expliquer en une phrase ou deux comment une molécule d'ADN se divise, et je lui donne 20 points, ou je lui donne 30 points. Et là, j'ai les 40 doigts qui se lèvent, parce qu'ils veulent les points. Ils ont tous compris, ils l'ont tous fait ensemble. Et pourtant, on a passé un quart d'heure, pas plus. Hein. On n'a passé qu'un quart d'heure à 40 personnes, mais c'est complètement marqué dans leur esprit. Ils ont coproduit. Donc on leur apprend à coproduire et à travailler ensemble avec des idées qu'on ne fait pas normalement dans des cours. Dans un cours de génétique, quand un prof a un quart d'heure pour expliquer quelque chose, il fait cours pendant un quart d'heure. Alors qu'ici, moi, je ne fais rien. Ils ont tout fait par eux-mêmes. Donc je leur donne des points, et comme c'est une entreprise, je les paye. C'est-à-dire qu'une équipe, ici, je leur donne des points. Je leur mets 20 sur 20, 12 sur 20, 13 sur 20. Et je leur mets la même note à tous. Donc je leur ai dit, vous aurez tous le même salaire par unité. Donc si je trouve que le travail qui est produit, ça vaut 14, tout le monde a 14. 13, 17, 20, ce que vous voulez. Quel que soit ce que vous ayez fait. S'il y en a un ou une qui n'a rien fait, il a la même note que les autres.
Monsieur, c'est injuste, les meilleurs élèves. Ah non, c'est pas juste. 14, c'est pas pareil que 15. Moi, j'accepterai pas que quelqu'un ait une bonne note s'il vient jamais. Mais ça, c'est votre problème. Moi, je contrôle le travail fait par l'entreprise, par le groupe. C'est à vous à contrôler ce qui se fait. Et donc, comme il y avait cette règle-là, les étudiants contrôlaient eux-mêmes le travail. C'est-à-dire que quand il y en a un qui était un peu papillonnant, un autre qui travaillait un peu moins, ben, il était régulé par le groupe. Dis donc, tu vas t'y mettre un peu. Les bons élèves voulant pas que la moyenne baisse, et les mauvais élèves voulant pas être repérés. Donc j'ai aussi utilisé des systèmes en entreprise qu'on appelle des tests, 280, 360. J'ai utilisé un système aussi d'auto-évaluation. Et puis je mettais la même note à tout le monde, donc tout le monde avait le même salaire, mais de temps en temps je mettais des primes. C'est-à-dire des primes individuelles par rapport à des questions posées, par rapport à une production particulière. Je communiquais avec mes étudiants par mail, et donc les étudiants avaient la note du groupe, mais ils pouvaient la majorer. C'est ce que j'ai fait la première année. La première année, j'ai fait ça. L'année dernière, j'ai complètement abandonné ce système, et j'ai remplacé toutes mes notes par des capitaux. C'est-à-dire qu'à partir de l'année dernière, tous les étudiants qui rentraient dans l'entreprise ressortaient plus riches à chaque fois qu'ils sortaient. C'est-à-dire qu'un groupe d'étudiants, quand ils rentraient, si les étudiants avaient 20 points, 40 points, 100 points ou 300 points, en fonction de ce qu'ils faisaient, en ressortant, ils avaient plus de points. C'est-à-dire qu'un étudiant ou un groupe qui rentrait en cours avec 20 points, il pouvait ressortir, par exemple, avec 22 points. Mais un autre qui rentrait avec 3 points, il pouvait sortir avec 103 points. C'est-à-dire qu'en fonction de la quantité et de la qualité de travail qui était fait, ben moi, j'achetais la production à sa valeur. Autrement dit, plus on voulait s'enrichir dans l'entreprise, plus il fallait contribuer à la production de l'entreprise. Que ce soit en qualité, mais aussi en quantité. C'est-à-dire que ce système de points m'a permis de noter non seulement les connaissances des étudiants, mais en même temps leurs compétences. Quelles étaient leurs compétences à respecter des livrables, à s'entraider, à résoudre un problème, mais aussi à me donner de l'information de grande qualité. Et puis pour terminer, dans l'expérience, je me suis dit, c'est bien de transformer l'entreprise, l'école en entreprise, mais finalement, parce que ça leur permet de travailler ensemble. Donc mon idée, elle était plutôt bonne pour solliciter le travail collaboratif. Par contre, je me suis dit, le niveau des élèves, comment le contrôler? Et je me suis rappelé une petite phrase qui dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Si vous voulez être bon dans un domaine et que vous l'enseignez, vous êtes obligé d'être très bon. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Moi, presque toutes mes connaissances en génétique, j'en ai qui viennent de la recherche, mais on va dire 80-90% de mes connaissances, c'est parce que je les enseigne. Donc j'ai dit aux étudiants, je vous propose que dans l'entreprise, on prenne du temps où on inverse les rôles, ce que j'appelle l'inversion de posture. Et donc on va changer de rôle. Je reste le directeur de l'entreprise, vous restez mes collègues de travail, mais à certains moments, quand on va parler du contenu, quand on va parler de ce que vous avez produit, on va inverser. Vous devenez 40 professeurs et je deviens le seul élève. Donc c'est vous qui faites le cours et c'est moi qui suis le seul élève. Alors évidemment, quand un groupe ici présente le chapitre 3, moi j'écoute le chapitre 3, je suis l'élève. Mais les autres peuvent jouer aussi le rôle d'élève. C'est-à-dire qu'un groupe peut enseigner des choses aux professeurs et en même temps aux autres élèves. Sauf que la seule différence, c'est que quand il y a des devoirs à la maison, il n'y a que moi qui ai des devoirs à la maison. Autrement dit, l'unique personne qui rentre chez elle avec un cartable et des devoirs à faire, c'est moi. Puisque j'ai 40 professeurs et un seul élève. Donc je rentre avec des devoirs, ils me donnent des questions, ils me donnent des exercices. Et quand je suis chez moi et que je dois travailler 1 heure, au lieu de corriger des copies pendant 1 heure, c'est assez barbant de corriger des copies. Par contre, faire des exercices, c'est rigolo. Donc je préfère faire des exercices, répondre à des questions, que de corriger des copies. Donc chez moi, le temps passé à corriger des copies, je le passe à faire des exercices, et quand j'arrive en cours, les étudiants m'interrogent. Ils me font des interrogations orales, écrites, avec documents, sans documents. Donc je suis tout seul au milieu de la table ici, et je fais mes devoirs. Ils m'interrogent, ils me disent, Monsieur Caillet, vous avez 1 quart d'heure, 20 minutes pour faire ces exercices-là, qui correspondent à leur production, et pendant ce temps-là, eux travaillent. Donc un groupe qui travaille ici produit des chapitres, et comme ils doivent tout faire, parce que rappelez-vous, ils doivent préparer l'examen, ils doivent tout préparer. Donc ils savent chercher des informations, mais des fois, ils voudraient bien tester leurs questions. Ben, quoi de mieux que de tester leurs questions avec un prof? Donc ils produisent du contenu, ils produisent des questions d'examen, ils m'interrogent, et tout ce qui est produit va servir pour l'examen. Et moi, quand je suis noté, parce qu'ils m'interrogent, ils me notent. Donc j'écris sur des feuilles, mais j'utilise aussi des documents partagés, des plateformes collaboratives. Donc j'utilise un Google Doc partagé. Et donc quand je fais mes devoirs chez moi, je les tape sur l'ordinateur. Et quand j'arrive en cours, ma copie, elle est projetée sur plusieurs écrans. Donc ici, par exemple, vous avez 3 ou 4 écrans, et ma copie est projetée.
Et les étudiants ont la main avec les curseurs et ils corrigent ma copie. Donc moi, je peux me promener et je vois ma copie qui est projetée et je vois les étudiants qui me mettent des points, des annotations, des commentaires. Oui, bon, pas bon, peut faire mieux, doit s'appliquer, bonne réponse, mauvaise réponse. Et ils me mettent des notes. Ils me mettent des notes sur 20. J'ai des collègues qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends bien que tu les fasses travailler, mais je ne vois pas l'intérêt, hormis qu'ils préparent des questions, hormis qu'ils préparent l'examen, mais qu'ils te posent des questions. En quoi c'est intéressant pour toi d'être noté sur 20 ?» C'est intéressant parce que l'idée, c'était la suivante. Quand un groupe d'étudiants me pose une question très bien travaillée, c'est-à-dire que si ce groupe ici ou ce groupe-ci me pose une question super bien bossée, du genre, à l'aide d'un tableau à 2 colonnes, donnez-moi les points communs et les différences entre les mécanismes moléculaires de l'ADN polymérase chez les prokaryotes comparés à celles de ceux de l'ARN polymérase chez les eucaryotes, illustrez votre réponse avec 2 exemples et n'oubliez pas d'argumenter. Le barème, 2 points pour ça, 3 points pour ça, 4 points pour ça. Quand j'ai une question comme ça, je me dis là, ils ont bossé. Hein. Ils ont bossé. Donc là, je fais le max. J'essaye de répondre au mieux que je peux. Et en général, j'ai 5 sur 5, 10 sur 10, 9,5. J'ai une très bonne note. Et quand j'ai un autre groupe qui me dit « Qu'est-ce que l'ADN? À quoi sert le chromosome? 5 points. Que pensez-vous de la duplication de l'ADN chez les bactéries? 10 points. Là, je me dis, ils ne se sont pas foulés. Ils sont 12, là, ils ont écrit une phrase, et puis il y a 10 points, je ne sais pas ce que c'est. Donc je réponds, je ne sais pas. Ou je réponds, oh, ça doit être décoratif. Ou je dis, l'ADN, oui, c'est une sorte de réserve de sucre qui sert à la cellule quand elle a faim. Et là, en général, j'ai 0, 0,5. Ils ne sont pas trop durs, ils me mettent rarement 0. Mais j'ai une très mauvaise note. Donc j'ai des bonnes notes et des très mauvaises notes. Par contre, il ne suffit pas de me noter. Hein. Il faut m'annoter et il faut me donner la correction. Et quand il faut me donner la correction, le groupe qui a bossé en amont, il ne bosse plus en aval. Et le groupe qui se l'est coulé douce en amont, il se dit, maintenant, à nous la correction. Donc finalement, ces questions, les façons de répondre, les réponses, tout ça, ça enrichit. Les étudiants produisent les cours et ils produisent en même temps le contenu de l'examen. La première année que j'ai fait ça, j'ai eu l'échec de ma vie, en fait. Tout a bien marché. Pendant tout le semestre, l'entreprise fonctionnait, les groupes produisaient. Moi, je rentrais à mon bureau, j'étais hyper content. Je me suis dit, cette idée géniale, trop facile de l'expérimenter. Trop facile. Et au moment de l'examen, quand j'ai récupéré mes copies, parce que les profs me disaient, mais ils vont être meilleurs à l'examen. Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas encore corrigé les copies, puisque je n'avais pas fait l'expérience. J'ai dit, avec ce qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait, forcément, ils vont être meilleurs. Ils me posaient des questions, enfin je les suivais quand même. Je me suis dit, j'ai jamais vu des élèves, ils travaillaient tous, hein. Aucune pause, 2 heures complètes. Vous pouviez venir à n'importe quel moment du cours, j'ai jamais vu une classe comme ça. Hein. Même les moins bons élèves trouvaient des documents. Franchement, c'était incroyable. Je vais dire, 80% de ce qu'on a expérimenté, succès phénoménal. 20% de problèmes. C'est pas bien l'exercice du QCM, l'histoire des tableaux, on n'a pas eu assez de temps. Donc à chaque fois, je les interroge en fin de cours, il y a toujours 20% de problèmes, et à chaque fois, je leur dis, proposez-moi une solution. S'il n'y a pas de solution, on ne la règle pas. Donc à chaque fois qu'il y avait un problème, ils me trouvaient une solution, et on prototypait, on essayait de trouver la réponse. Mais à la fin de l'année, 80% de succès, 20% d'échecs. Le jour des examens, examen individuel, sans document, tout seul, un examen classique. Je corrige les copies chez moi. Donc là, je dis à ma femme, j'espère que les notes ne seront pas trop élevées, hein, parce que je vais me faire repérer si les notes sont... Mais je corrige normalement. Hein. Et là, une mauvaise copie, une mauvaise, une très mauvaise, une mauvaise. Et au bout de 15 à 20 copies, je m'aperçois que la moyenne du groupe, au lieu d'être plutôt de 11, 12 ou 13, souvent ma moyenne elle est à 11, 12 de moyenne, là ma moyenne de copies était plutôt à 7, 8 ou 9. Et des copies monstrueuses. Je me suis dit, mais comment on peut me faire des copies aussi nulles alors qu'ils connaissent tout le cours, alors qu'ils l'ont produit eux-mêmes? Donc, c'était vraiment une désillusion. Hein. Je me suis dit, il va falloir que je revoie ça l'année prochaine, je ne peux pas refaire ce genre de choses. Sauf qu'entre la première session de copie et la deuxième, il se passe 15 jours. Et en général, vous savez que les étudiants qui ratent la première session d'examen, ils ont droit à une session de rattrapage. Et ça existe depuis très longtemps. Et les sessions de rattrapage, quand vous corrigez les copies, le niveau n'est pas très haut. Parce que tous les bons sont partis, hein, puisqu'ils ont eu l'examen, et il ne reste plus que les moins bons. Et ce n'est pas en 15 jours qu'on rapprend tout le semestre. Donc quand on corrige une deuxième session, il y a moins de copies, et les notes, elles sont très basses. Et donc là, 15 jours après, je récupère 10 copies au lieu de 40, et je me dis, là, je ne sais même pas ce que je vais trouver à l'intérieur. Ça va être monstrueux. Et là, deuxième session, les 10 copies, il n'y a personne qui a eu en dessous de 17 sur 20. Les copies, elles étaient nickel.
Et je me suis dit, mais comment ils ont pu inverser ça? Comment ils peuvent être aussi mauvais en première session, ils ont validé leur module, et aussi bons en deuxième? Ce qui s'est passé, et je l'ai compris qu'après, en discutant avec eux, c'est qu'ils n'ont que 15 jours pour réviser tous les modules. Ils ont 15 jours pour réviser toutes les matières. La mienne, qu'ils avaient travaillée, ils la connaissaient par cœur, ce qu'ils avaient fait. Donc, ils ne l'ont pas révisée. Ils la savaient, mais ils n'ont pas fait ce retravail de mémorisation avant l'examen. Et donc, c'est juste la veille de l'examen, parce qu'ils ont travaillé toutes les matières classiques. La veille de l'examen, ils sont repartis lire leur production, mais ce n'était pas suffisant en une nuit. Souvent, ils travaillent la nuit, hein, d'être bons le lendemain. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, le niveau était plutôt bas, mais ceux qui n'ont pas eu l'examen ont eu 15 jours de révision avec moins de modules à passer. Là, en 15 jours, ils ont retravaillé leurs cours, et il y a eu des cours, vraiment des copies très bonnes. Ça veut dire que je me suis rendu compte que ma méthode, elle était intéressante, c'était une méthode à succès, mais il fallait revoir aussi l'examen. On ne peut pas faire une innovation pédagogique si on ne va pas jusqu'à l'examen. Et moi, je n'avais pas été jusqu'à l'examen parce que c'est un examen officiel, je n'ai pas le choix. Je ne suis pas le maître de l'examen. Donc l'année suivante, cette année, on a changé les règles du jeu et je leur ai demandé de construire l'examen eux-mêmes. Donc tout l'examen, ils l'ont construit eux-mêmes. C'est-à-dire que pendant la production des cours, ils ont construit toutes les questions d'examen, toutes les réponses, mais vraiment dans le détail. On les a travaillées ensemble. Et la seule surprise qu'ils ont eue le jour de l'examen, vraiment la seule surprise, c'est qu'ils ne savaient pas laquelle des questions j'allais choisir. Mais quand ils ont retourné la copie d'examen, ils connaissaient toutes les questions, toutes les réponses, tout le barème. Et comme on avait construit un examen sur l'ensemble du programme, j'ai trouvé un système l'année dernière où le jour où ils sont rentrés dans la salle d'examen, je savais que tous mes étudiants connaissaient tout le cours. Je les ai obligés par cette méthode à apprendre tout le cours en construisant l'examen. Et quand j'ai corrigé l'examen, donc là je l'ai refait en anonyme, les moyennes à nouveau, elles ont été de 12, 13, 14 ou 15, parce que là j'ai juste jugé la capacité qu'avait un élève tout seul, sans document, à être capable de répondre aux mêmes choses qu'en équipe, connecté avec un prof pour l'aider. Et donc cet échec qui a été cuisant la première année, ça a permis d'imaginer un examen incroyable l'année suivante, qui nous a permis de faire une révolution dans la façon de faire les examens. Alors tout ça en mode ouvert, donc l'entreprise qu'on a créée, cette classe inversée, elle est ouverte, les portes sont toujours ouvertes, c'est-à-dire que toutes les heures de cours sont programmées, sont affichées sur Internet, et donc pendant que je fais cours avec mes étudiants, eh bien tous les profs peuvent rentrer. Donc on a des visites, on est toujours en porte ouverte, et donc si mon cours dure 2 heures ou 3 heures, il y a des profs qui rentrent, des profs de philo, de maths, qui viennent, qui s'installent avec les étudiants, qui observent ce qu'on fait, qui critiquent, ça c'est pas terrible, tu devrais faire autrement, qui donnent des idées ou qui s'inspirent. Donc on a essayé de créer à partir de cette bonne idée une contamination. Et pour contaminer des profs, on s'est dit qu'il fallait tenir compte de tous les profils. Et si vous voyez tous les profils de profs, ils sont là sur ce crayon. Mais je suis sûr qu'on trouve la même chose dans n'importe quel type d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les leaders, les affûtés, les consommateurs, les traditionnels et les effaceurs. Donc ceux qui sont toujours à la pointe, toujours prêts avec une bonne idée, prêts à expérimenter. À la pointe, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est les leaders qui sont prêts à adopter les technologies. Ils sont vraiment au taquet, ceux-là. Hyper créatifs. Les affûtés, eux, ils sont juste derrière. Ils observent les leaders, ils se disent, tiens, il y a des bonnes idées, je vais être avec eux. Donc ils ne sont pas en première ligne, mais ils sont vraiment d'un apport intéressant. Après, vous avez les consommateurs. Ceux-là, ils aimeraient bien faire tout ça, mais ils se disent, on va d'abord attendre, moi je veux bien faire ça, mais il faut qu'on m'explique, ok, mais à condition de... Ils sont plus en attente. Après, vous avez les traditionnels. Ceux-là, ils disent, ouais, c'est bien beau tout ça, mais... Moi, j'ai l'expérience, je sais que ça marche comme ça, les cours, c'est comme ça, mon métier, je le connais. Donc ceux-là, ils ne sont pas opposés au reste, mais ils se disent, heureusement qu'on est là, parce que si tout le monde était comme ça se casserait la figure. Donc on est là, et tant qu'il n'y a pas vraiment une grosse révolution, puis de toute façon, je suis à 2 ans de la retraite, ou bien... Et donc, c'est plus calme. Et puis là, vous avez ceux qui font la gomme. Alors ceux-là, dès qu'ils peuvent gommer, dès qu'il y en a qui se plantent, ils sont vraiment en réaction par rapport à ça. Alors quand je montre ça, tout le monde me dit, et dans votre entreprise, c'est combien, 5%, 10%, 20%? Il y a plein de tableaux qui font ça. La réponse, c'est impossible à trouver, parce qu'on est tous dans le crayon. Chacun d'entre nous a un petit bout de mine, un petit bout de gomme. Et moi, il y a des moments où je peux être le plus créateur possible. Il y a d'autres moments, dans une autre situation, quand on me présente quelque chose, je vais me surprendre moi-même, être le premier à dire, oui, mais... Donc ça veut dire qu'on a tous un petit bout de gomme, un petit bout de bois ou un petit bout de mine. Donc vous pouvez lire partout dans une entreprise, il y a 5% de machin, 10% de bidule ou 15% de je ne sais pas quoi qui vont vous aider ou pas. C'est faux. On a tous ce pourcentage-là, à des niveaux différents. Et le jour où vous êtes super fatigué, crevé, que cette semaine-là, vous n'en pouvez plus, vous allez être surpris, vous allez passer peut-être de là à là, quoi.
Et puis, à un autre moment, parce qu'on va vous faire essayer, vous étiez vraiment contre, vous n'y croyez pas, vous vous surprenez parce que vous êtes en train d'être dans une activité, vous êtes plutôt là, alors qu'on vous avait plutôt identifié de ce côté-ci du crayon. Voilà, donc ce qu'on fait, à partir de cette idée, et ça pourrait vous intéresser dans vos propres idées que vous allez développer ici dans le cadre de votre concours, c'est peut-être de connecter les idées entre elles. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Moi, je vous ai montré une expérience que j'ai prototypée avec 40 étudiants. En fait, maintenant, on le fait avec plus. On a plein de profs qui font des expériences. On a une prof de droit qui fait des premières années de cycle inversé. Donc, on a inversé la première année de cycle de droit. On a même eu des financements pour faire ça. Où là, on a inversé presque la majorité des cours en droit en inversion. Donc, les profs, au lieu de se retrouver devant un amphi, ont travaillé avec des salles, des classes. On a des profs de business management qui ont transformé toutes les copies en cartes mentales. Donc, il n'y a plus aucune interrogation avec des copies, c'est des cartes mentales. On a des profs de langue qui ont utilisé des studios de radio et de télévision. Donc, il n'y a plus d'élèves qui lisent des textes en anglais ou en espagnol, mais qui produisent des petits flashs d'informations produits en direct sur une radio et écoutés ou podcastés. Donc, on a créé des pédagogies inversées, des pédagogies renversées. Vous voyez, par exemple, mes étudiants, ici, sont des étudiants internationaux. Ils sont en train de faire un cours de microbiologie. Ils écrivent sur les murs. On a supprimé tous les PowerPoint dans certains cours et les étudiants remplissent des fresques d'illustration. On a créé des ateliers pédagogiques, donc on réunit des profs et par exemple ici, ce jour-là, on a réuni 50 profs et on leur a dit « Et si vous utilisiez les serious games pour faire cours, imaginez que tout votre cours, ou bien juste un chapitre, vous fassiez un serious game. Ou alors vous continuez à faire cours normalement, mais c'est l'examen qui devient un serious game. Donc vous faites un cours normal et l'examen, c'est un serious game. On a utilisé donc des tas de méthodes. Ici, là, on a un atelier pédagogique la semaine prochaine où la thématique, c'est « Et si vous utilisiez la radio et la télévision, Wikiradio, Web TV, pour faire des cours ou faire des évaluations ?» Et donc les profs sont dans cette salle. Ça s'appelle une salle d'expérimentation pédagogique. Et on va les mettre en situation. On va leur donner des exercices à faire. Exactement comme vous allez le faire pendant les 3 jours ici. On leur fait trouver des bonnes idées et ils vont prototyper une expérience pour la tester en cours. On est donc devenus ce qu'on appelle des hackers pédagogiques. On transforme les règles, on les bidouille. L'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Donc il faut désobéir. Donc moi, mes étudiants, ils écrivent le cours eux-mêmes. On a fait des exercices de tricherie obligatoire. On a fait des exercices où on oblige les étudiants à tricher. En fait, ça s'appelle du benchmarking pédagogique. Et comme ils trichent, ils enrichissent les copies. Et l'enrichissement de la copie, ça permet de produire le cours. On a créé des devoirs surveillés, non surveillés, qui ne finissent jamais. Donc c'est un devoir surveillé, personne ne surveille. On pose des questions aux équipes. Donc ici, vous avez 5 équipes, ou 6 équipes, je vous pose 6 questions. Vous avez 1 heure pour répondre aux 6 questions. Et je vais vous noter sur 20 points. 1 heure. Et vous devez répondre sur un Google Doc partagé. Au bout d'1 heure, vous êtes connecté. Vous répondez à la question 1, vous répondez à la question 2, vous répondez à la question 3. Quand c'est fini au bout d'1 heure, on éteint les ordinateurs, rentrez chez vous. Et moi, je corrigerai votre copie quand je veux. La semaine prochaine, dans 15 jours, quand je veux. Et donc, les étudiants s'en vont. Il y en a même un qui me dit, monsieur, on a fini là au bout d'1 heure, mais tout est dans le cloud. Donc, qu'est-ce qui m'empêche chez moi de continuer à... Puisque vous n'avez rien sauvé. Qu'est-ce qui m'empêche chez moi de continuer à répondre à la question ? Personne. Au contraire, même je t'encourage. Parce que plus tu le fais, plus ta note sera élevée. Et donc, les étudiants, quand ils rentrent chez eux, le soir, le lendemain, le surlendemain, ils peuvent continuer tout seuls, par groupe, à amplifier leurs réponses. D'ailleurs, ils pourraient même effacer les réponses des autres s'ils veulent. Mais il y a toujours des étudiants qui surveillent. Tout est dans le cloud. Et moi, au bout de 15 jours, chez moi, je me dis, tiens, je vais leur mettre des notes. Donc, je prends mon ordinateur et je corrige 12 sur 20, 13 sur 20, 14, 11, 8,5. Et je mets mes notes, mais je ne leur dis pas. Donc, je m'aperçois qu'après la correction, les copies, elles continuent. Il y a des étudiants qui continuent à répondre à la copie, à l'enrichir, alors qu'ils sont déjà notés. Mais ils ne le savent pas, puisque je ne leur rends pas les notes. Donc, finalement, le devoir n'est pas surveillé, il finit jamais. Quand je leur dis que je leur donne la note, ils arrêtent. Là, j'en ai encore jamais vu qui continuent. Mais la production de ce devoir est incroyable. Au lieu de faire une petite réponse en 1 heure, j'ai quasiment 6 chapitres qui sont produits. Et donc le devoir est transformé en production de cours. Donc je n'utilise plus le devoir surveillé pour contrôler comme un radar les étudiants, j'utilise le devoir pour produire le cours. Je transforme en hacker, je transforme le rôle d'un devoir, je transforme le rôle d'un examen en autre chose.
Voilà, donc des hackers pédagogiques. On utilise ces ateliers, donc ça c'est des méthodes de co-design, il y a des méthodes de travail collaboratif. Et puis ça c'est le top, puisqu'on est passé à un niveau supérieur et on va le faire après-demain. On organise des cours qui n'existent pas. Parce que finalement, l'innovation pédagogique, c'est quoi? Si je vous posais la question, peut-être que l'innovation chez Kaby, c'est quoi? L'innovation pédagogique, quand vous posez la question à des profs, c'est quoi l'innovation pédagogique? Ils répondent presque tous, oh ben, c'est enseigner différemment, c'est faire des choses modernes, c'est utiliser les technologies. C'est-à-dire que je suis prof de maths, j'aimerais bien enseigner les mathématiques différemment. Ils n'aiment pas les maths, donc, puis ils ont changé, c'est plus les mêmes générations. Est-ce que l'innovation pédagogique, est-ce que l'innovation, c'est continuer à faire les mêmes choses, mais juste différemment? Parce que j'ai des profs, ils veulent juste apprendre à utiliser un tableau interactif, à utiliser des outils numériques, à utiliser tout ce que vous voulez. Et quand ils ont compris l'outil, ils vont faire la même chose. C'est-à-dire que le cours qu'ils faisaient à la craie, c'est le même qu'au transparent, c'est le même que sur un PowerPoint. Et si vous leur donnez une plateforme Moodle, ils vont faire la même chose. Et ils vont dire, je suis super innovant. Et nous, on leur répond, mais il n'y a aucune innovation. C'est juste une transposition. Vous faites la même chose avec des outils différents. L'innovation pédagogique, c'est vraiment aller beaucoup plus loin. Changer un cours magistral en interaction, c'est vraiment changer des choses. Mais même ça, c'est le premier niveau. Parce que l'innovation, c'est faire des choses qui n'existaient pas avant. Donc si on imaginait avec des profs de créer des cours de Schmurz, donc on réunit des profs, tous différents, profs de maths, physique, chimie, théologie, des profs de sport. Là, on va en réunir une soixantaine, et on leur dit, des profs d'université, des profs de lycée. Et on leur dit, on a 3 heures, on va créer des cours de Schmurz. Et quand on me dit c'est quoi le Schmurz, je lui dis, je ne sais pas, c'est ce que vous voulez. Le Schmurz ici, le Schmurz là, ça peut être autre chose. La seule chose que je vous demande, c'est que le Schmurz, vous m'expliquez à quoi ça sert. Si j'ai un élève qui vient suivre des cours de Schmurz, qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce que vous contrôlez? Dans un cours de Schmurz, est-ce que vous faites qu'est-ce que vous évaluez? Des connaissances, des compétences? Il doit être transdisciplinaire, à quoi il sert? Et donc là, les profs créent des cours. Donc, je n'aurai pas le temps de vous expliquer, mais il y a plein d'exemples. Tout ce qu'on fait, c'est publié sur un blog. Donc, je vous donnerai un lien. Tout ce que je vous explique, c'est des petits films, des films de 2 minutes, 3 minutes. Vous pourrez vous connecter, voir dans le détail. Et donc, vous allez voir des profs très différents qui créent des cours qui n'existent pas, voire même qui inventent des méthodes d'évaluation incroyables. Des profs de prépa, d'école d'ingénieurs, donc là, ils étaient une vingtaine, maths, physique, chimie, des profs de mécanique, fluide, rhéologie, énergie, mécanique quantique, des profs qui ont l'habitude depuis des années en maths sup, maths spé, d'évaluer leurs élèves avec des notes sur 20. Je leur dis, voilà, je vais vous proposer de vous mettre par équipe et vous allez inventer une idée que vous allez tester d'une méthode d'évaluation qui n'utilise pas les notes sur 20. Très bien, pas de notes sur 20. Il y en a même un qui me dit, même pas les notes sur 40? Non, 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 pas de notes sur 20, pas de notes avec des chiffres, pas de lettres. Pas de chiffres, pas de lettres A, B, C, D, pas de code couleur, rouge, vert, blanc, jaune, pas de niveau, niveau 1, niveau 2, pas d'exposé, pas de compte-rendu, pas de PowerPoint, pas de travail de groupe. En fait, je leur interdis les 13 façons d'évaluer. Alors ils me disent, et comment on peut faire? Pas d'omelette, pas de concours. Je leur dis, je vous impose un outil qui est le baby-foot. Donc vous allez évaluer le niveau de connaissance en mathématiques, physique, chimie de vos élèves en utilisant le baby-foot. Si vous n'y arrivez pas, prenez le jeu de fléchettes. Là, je vais faire l'exercice à Marseille, je vais utiliser la pétanque. Et je vais leur dire, le jour de l'examen, vos élèves en maths spé ou maths sup, quand ils arrivent dans l'examen, il doit y avoir dans la salle juste un baby-foot ou plusieurs baby-foot. Pas de copie, pas de... Et là, vous allez faire ce que vous voulez et vous allez me trouver une solution. Par contre, à la fin, quand ils sortent de la salle d'examen, il faut que vous soyez capable de différencier les bons élèves des moyens et des mauvais. Très bonne idée, yes, but impossible. Donc déjà, il y a un groupe qui m'a dit impossible. Et j'étais en train de leur dire, mais vous savez que c'est possible, vous savez qu'on peut même faire des omelettes sans casser des œufs. C'est possible. Et pendant qu'on est en train de discuter, vous voyez le groupe ici, ils sont en train de travailler, et que vous avez un groupe qui commence à chercher. Ben, figurez-vous qu'au bout de 2 heures de travail, alors ce n'était pas libre, hein, on leur a donné des exercices à faire, on a travaillé avec des cartes mentales, on a fait des exercices de divergence, convergence, on a guidé la méthodologie, hein, on ne les a pas laissés comme ça 2 heures à réfléchir. Parce que 2 heures à réfléchir, ils auraient eu du mal à sortir des notes sur 20. Eh bien, il y a un des groupes qui a proposé un truc incroyable d'organiser un tournoi de baby-foot. Et figurez-vous que dans ce tournoi de baby-foot, donc il y avait des tours qualificatifs, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les finales. Hein. Donc un vrai tournoi avec plusieurs baby-foot. Il n'y avait que les bons élèves qui pouvaient gagner le tournoi.
même si vous étiez champion du monde de baby-foot, si vous étiez mauvais en physique, vous étiez sûr de perdre le tournoi. Parce que quand ils lançaient les matchs, alors il fallait gagner les matchs, il n'y avait pas de notes, il fallait juste battre l'adversaire, donc il y avait juste des petites boules. Dès que vous avez marqué 10 buts, vous passiez le tour suivant. Et donc ils avaient organisé un tournoi de baby-foot, et donc pour jouer au tournoi de baby-foot, ils avaient le droit à plusieurs joueurs et il y avait des façons de jouer. Ça veut dire que si vous deviez répondre à des questions. Donc on vous posait une question en mathématiques, en physique, et si vous répondiez mal, vous aviez un gage. Donc par exemple, vous deviez jouer qu'avec une seule main, ou vous devez jouer avec les yeux fermés, ou vous devez jouer sans les mains, ou vous devez jouer qu'avec un seul joueur. Ou alors quand il y avait un penalty, si tu réponds bon à une question, le penalty, tu as le droit de le tirer 5 fois ou 6 fois. Alors quand vous pouvez tirer un penalty 6 fois, vous le marquez au moins une fois. Alors que si vous tirez un penalty et qu'on vous donne comme gage que la balle elle doit tomber d'en haut et tirer en reprise de volée, c'est plus compliqué. Et donc ils avaient transformé les règles du football, du baby-foot, par rapport aux connaissances, de manière à ce que quand ils organisaient le tournoi, il n'y avait que les bons élèves en mathématiques, physique qui pouvaient gagner. Donc je suis d'accord qu'aucun d'entre eux a dit « je vais le tester en vrai ». Par contre, je leur ai dit après, regardez ce que vous avez proposé dans votre tournoi de baby-foot. Il y a des bonnes idées là-dedans. Et ces bonnes idées, prenez-les. Et il y a un prof qui a dit, l'histoire des 3 chances, moi, elle m'intéresse pour les questions. Au lieu de poser des questions et attendre des réponses, je vais poser des questions avec des chances, avec des notes sur 20. Et en fonction du niveau de l'élève, je peux donner plusieurs chances. Voilà, donc ça, on travaille ensemble, des présentations. On fait aussi quelques exemples pour terminer en prototypage. Ça veut dire qu'on ne fait pas seulement du papier et du crayon, mais on travaille aussi avec des Fab Labs. Donc on travaille aussi, et je vois que vous êtes équipés, donc on modélise. Donc par exemple, on peut avoir des profs qui modélisent des cours, qui modélisent des évaluations. Un bulletin de notes, par exemple, on peut le faire avec des Legos. C'est-à-dire que j'ai fait ça dans une école de business à Nantes. J'ai proposé qu'on enlève les bulletins de notes et que ce soit des Legos. Et que les modules, les points, soient des Legos qui s'emboîtent. Et donc, quand on regarde le jeu de Lego, on peut avoir une idée du niveau de l'étudiant. Il y a même des directeurs financiers, donc on a travaillé avec des directeurs financiers, à qui on a demandé de travailler sur des bilans et des comptes d'exploitation entièrement en Lego. Donc tout ce qui était les passifs, les actifs, les investissements, les dettes, moyen terme, long terme, court terme, etc. Eh bien tout ça, ça a été travaillé en Lego. Et les maquettes en 3D ont permis à ces personnes-là d'expliquer dans le détail comment fonctionnait la gestion de l'entreprise. Voilà, là j'en ai parlé, les wikiradios. Donc on a construit un studio de radio et de télévision, c'est ce qu'on utilise, et qu'on teste avec les étudiants. On a aussi imaginé de le faire à l'international. Donc les idées qu'on est en train de faire ici, on les diffuse. Et donc l'année prochaine, à Liverpool, on a démarré, ils ont construit la même salle qu'ici. L'année prochaine, à Liverpool, il y aura les premiers profs anglais qui feront des flip classrooms ou des do-it-yourself. Ils m'ont demandé comment on disait do-it-yourself en français. J'ai dit, on dit do-it-yourself. Donc, ils feront des DIU. Voilà. Donc, j'ai terminé et j'ai juste un petit film très court, mais juste pour vous le montrer. Ça dure 2 secondes. Je vais cliquer dessus. Normalement, ça devrait marcher. Et en cliquant dessus, vous allez voir ce que ça peut donner dans une salle quand on a 50 profs à qui on fait faire, à qui on explique l'utilisation des Serious Games. Oh, tu peux cliquer sur le lien direct, c'est aussi bien. Learning Lab. Donc je vais juste vous montrer. C'est en accéléré. Donc voilà, 50 profs à qui on va apprendre à faire des jeux. C'est dans cette salle ici. Donc ça, c'est vraiment du prototypage. Hein. Donc ce que vous êtes en train de faire ici, c'est vraiment ce qu'on fait avec des profs pour leur apprendre à construire les protocoles de Serious Game. Bon, c'est en accéléré. Hein. C'est bon. Voilà. Donc c'était ma dernière diapo. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, je suis à votre disposition juste maintenant ou quand Aude le décidera, si vous avez des questions, sachant qu'on peut aussi communiquer par blog, réseau, parce que tout ce qu'on a fait là, on l'a publié en direct.
Et en fait, vraiment pour terminer, l'idée la plus géniale qu'on a eue, c'est pas vraiment de faire ça. L'idée la plus géniale qu'on a eue, c'est de décider tout de suite de tout publier sur Internet. Et donc, on a fait un buzz phénoménal parce que quand on a publié toutes ces expériences, on a été contacté par des tas d'écoles, d'universités qui ont eu envie de faire la même chose ou d'échanger. Et on a été contacté aussi par beaucoup d'entreprises, des plus créatives aux moins créatives, qui se sont dit, mais travailler sur des idées, les prototyper, essayer d'en faire des innovations, etc., ben on fait le même métier finalement. Donc moi aujourd'hui, dans mon métier d'enseignant, de chercheur, on fait le même métier. Vous faites les mêmes métiers que des enseignants, des profs, dans vos magasins, vos services, même des services centraux, etc. Le type de relation, d'organisation, la façon de collecter des idées, de les prototyper, c'est la même chose. Donc c'est tout l'intérêt d'échanger sur nos pratiques.